Et concernant la proposition de loi, cette loi va nous amener à modifier même la Constitution. Je parlais de la conformité de la loi et de la Constitution. En quoi est-ce que ça va nous amener à modifier? En quoi ça va nous amener? Parce que la Constitution ne parle nulle part des Congolais de père et de mère. Je défie tout constitutionnaliste ou tout juriste. La Constitution ne parle jamais des pères et de mères. La Constitution parle de l'unicité et de l'exclusivité de la loi. Mais il y a l'acquisition de cette nationalité. Par mariage, par option, par adoption, mais ça ne parle nulle part de père et de mère. Alors, pour une loi doit être conforme à la Constitution, on doit intégrer ça dans la Constitution. Intégrer une loi dans la Constitution, c'est modifier, toucher à la Constitution. Or, la période de discussion maintenant. Qu'est-ce qui n'est pas interdit? De toucher à la Constitution. C'est interdit. C'est interdit à cette période ici, madame. Nous sommes dans la période de l'état de siège. La Constitution interdit la modification sans modification pendant la période de guerre, pendant la période de l'état de siège, pendant la période de l'état d'urgence. Nous sommes jusque-là. Nous sommes pendant la période de l'état de siège. Quid? Donc, pour que cette loi soit retenue au niveau de la Constitution ou encore qu'on puisse modifier la Constitution en faveur de cette loi, on doit d'abord lever l'état de siège. Oui, on doit d'abord lever l'état de siège. Mais jusque-là, nous restons, nous allons en prolongation, l'état de siège. Ça sera impossible. Peut-être, ça sera une loi adoptée et stockée, disons, gardée dans le tiroir de l'Assemblée. Mais si on faisait un passage de force. Un passage de force. Oui, c'est ça. C'est ça qui peut se faire, non? Parce que si les gens sont ciblés, c'est ça, non? Passage en force. Mais ça sera une tsunami parce que ça va rattraper presque tout le monde. Presque tout le monde. C'est ça. À mon avis, je pense que l'opportunité par rapport à cette loi ne se présente pas. Ce que je me dirais, moi, ce que je me dis souvent, c'est que ce n'est pas tellement en termes de la loi, plus en termes de la loi. Et moi, je me dis, il faudrait peut-être créer des lois qui sécurisent le pays. Et on verra que n'importe qui peut être président, si la loi est au-dessus de tout le monde, ça fera que le pays sera géré. Exact. Nous l'avons vu avec Obama, qui est né de mère américaine, mais de père kenyan. Obama est loyal à l'Amérique. Oui, mais la loi n'est pas, enfin, la proposition ne parle pas de cela. Donc là, vous parlez d'un problème sociologique. Donc, si vous voulez, vous quittez le terrain juridique pour entrer dans le terrain sociologique. Mais avant d'arriver sur le terrain sociologique, il faut passer par le terrain politique. Comme ça, on est en règle dans le raisonnement. Donc, juridiquement, je crois qu'il n'y a pas de débat. On peut déposer cette loi. On dit que la loi va modifier la Constitution. Effectivement, ça va modifier la Constitution, mais la Constitution n'est pas figée. La Constitution est faite et prévue pour être modifiée à n'importe quel, enfin pas n'importe quel moment, mais en tout cas peut être modifiée. Ça, c'est chaud. Maintenant, sur le plan sociologique, ça pose problème, effectivement, parce que ça exclut une partie de la population qui se sentira frustrée. Oui, monsieur, vous m'avez dit que la Constitution ne pouvait pas, en tant que juriste, il a dit que la Constitution ne pouvait pas être modifiée pendant l'état de siège. Le pays est en guerre et ce n'est pas le moment qu'il faut modifier la Constitution. Je ne parle pas de la période. Non, il a raison. Je ne parle pas de la période. Je parle de la modification de la Constitution. Oui, on peut modifier, on peut inclure cette loi et ça va modifier la Constitution. Maintenant, le problème de période, ça c'est autre chose. Mais moi, je ne parle pas de la période. Je parle du sujet de la loi, enfin de la proposition, du projet. Ce sont des spécificités de pays. Et nous, notre pays, le Congo, a sa spécificité. Et cette loi, je ne dis pas qu'elle est bonne ou mauvaise, elle va passer dans la moule du Parlement et ils vont apprécier. Peut-être adopter, peut-être rejeter, ou peut-être rejeter aujourd'hui, mais réadopter dans 5 ans. Donc, on doit voir les choses comme ça. C'est-à-dire que c'est une spécificité du pays. Nous avons connu des problèmes qui ont créé des situations politiques et sociologiques et qui a suscité que les intellectuels commencent à se dire, écoutez, on va verrouiller la fonction présidentielle parce que nous ne pourrons, parce qu'il y a beaucoup de prétendants qui ont des accointances, je dis bien des accointances avec les pays hostiles au Congo.
parce que parlons clairement, hein, parce que je ne parle pas de Katumbi, parce qu'il n'y a pas que lui qui est prétendant. Parce qu'il y a des gens qui ont occupé des fonctions, des hautes fonctions dans le pays, au sein de l'armée, par exemple. Aujourd'hui, si nous ne sommes pas capables de nous battre contre un petit pays, mais tout le monde sait que parce que l'armée est infiltrée jusqu'au cou. Et aujourd'hui, tout le travail qu'ils sont en train de faire, c'est d'essayer d'exfiltrer tout ce qui a été fait. Mais ces gens-là, ils sont de double nationalité, parce qu'ils sont originaires de tel ou tel pays. Et bon, en l'occurrence, le Rwanda, parce qu'aujourd'hui, il ne faut plus cacher le Rwanda dans les affaires du Congo. Et ça a créé des frustrations qui ont amené un certain nombre de gens à se dire, écoutez, il faut faire attention, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas Katumbi, mais un jour, on peut avoir à la tête du pays un gars qui a été un infiltré de l'armée et qui devient chef de l'État. Donc ne voyons pas seulement Katumbi, ne voyons pas seulement, voyons la frustration que le pays a connue, voyons ce que ça a créé sur le plan sociologique dans le pays, et puis ça a amené les gens à se dire, mais attendons, il faut verrouiller certaines fonctions, parce que nous on voit Katumbi lui vise la présidentielle, mais cette loi ne vise pas que la présidentielle, ça vise les postes régaliennes. On veut que dans les postes régaliennes, et puis dans l'entendement populaire, parce que ça vous l'oubliez, quand les gens utilisent des phrases simples, populaires, mais il faut réfléchir ce qu'il y a derrière. Quand on dit qu'est-ce que le Congolais disent quand ils disent ça? Et puis quand on regarde même cette loi, Katumbi ne peut même pas être exclu dans le raisonnement. Parce qu'on connaît son père, c'est un étranger, mais on le connaît parce qu'il a vécu là, et puis on connaît sa maman, ainsi de suite. Donc ça veut dire que dans l'entendement populaire, il ne faut pas oublier ça. Comment le peuple réagit? Aujourd'hui, admettons qu'on fasse un référendum. Au lieu que de passer par le Parlement, quelqu'un décide, il dit, écoutez, au Parlement, on ne va pas le traiter, on va passer par référendum, on pose une seule question. Comment les Congolais vont réagir? Il faut y penser aussi. Mais quand ils réagissent, mais ils réagissent aussi par rapport aux frustrations, par rapport à la situation. Mais quand vous leur dites, oui, mais les pères et les mères aussi font des problèmes, mais ils le savent. Mais ils vont dire que nous avons des préférences. Je préfère être volé par mon frère que par un étranger, par exemple. C'est de la légèreté, ce que je dis, mais c'est de l'entendement populaire. Donc, il y a beaucoup de plans sur lesquels on peut débattre. Et les questions, quand elles sont précises, il faut qu'on sache que juridiquement, comme je l'ai dit, il faut balayer ça parce qu'on peut le faire passer au Parlement. Sociologiquement, c'est vrai que ça va créer des problèmes parce que quand vous excluez, et nous avons beaucoup de gens qui ont pas des doubles nationalités, mais qui ont des parents qui ne sont pas de tous congolais. Et aujourd'hui, ce que vous oubliez, c'est que nous avons une grande diaspora qui vont peut-être être frustrés, mais qui, par rapport à la loi, parce qu'il y aura débat. Et dans le débat, j'entends déjà certains parlementaires, parce que j'en fréquente, les gens qui disent, mais écoutez, on va proposer une vraie loi sur la nationalité, et nous verrons. Le président de la République a dit que nous devons aller vers la double nationalité. Il a dit. Même si on verrouille la fonction présidentielle et tout ça, mais le président a dit, aujourd'hui, dès son entrée en fonction, il a décidé que tous les Congolais d'origine n'ont plus besoin de visa, et qu'ils vont avoir le visa au Congo. Alors qu'avant, quand on a changé de nationalité, il faut se battre pour aller trouver un visa pour entrer. Et il a dit non. Et puis il a dit ensuite que la double nationalité est inévitable à cause de la diaspora qui a été créée. Donc vous voyez, c'est toute une série de sujets sur la nationalité qui vont être débattus. Mais ce qui fait, parce qu'on est en période électorale, il y a des individus qui ont annoncé qu'ils seront exclus si cette loi passe. Et des individus qui pèsent sur le débat national et qui influent le comportement des uns et des autres. Donc, il va falloir prendre ça sur tous les plans. Et à un moment donné, il faut conclure, parce qu'en politique, il y a un moment donné, il faut décider et puis faire une loi. Si elle est rejetée, elle est rejetée, on n'en parle plus. Et la loi Tiani, au départ, cette loi avait vraiment des intentions électoralistes. Ça change maintenant. Mais cette loi avait des intentions électoralistes parce que dans cette période ici, tout le monde le sait qu'on ne peut pas modifier une constitution. Cette loi va nous amener à modifier une constitution. C'est impossible. C'est la constitution qui dit. Pendant l'état de siège, on ne peut jamais toucher à la constitution. Mais vous verrez, à la pays, d'autres urgences. Oui, non. Tout est urgent. Tout est urgent. Mais vous verrez, cette loi, oui, si aujourd'hui, par aventure, cette loi passée, ça va être appliqué sans même modifier la Constitution. Bon, ça,
moi, je vous garantis, si cette loi aujourd'hui passait, parce que M. Franck, dans son développement, essaye aussi d'échapper tout ce qui est juridique. Quand on parle de, oui, le langage de la rue, de père et de mère, c'est ça. Nous irons, disons, adopter ces langages, même dans l'adoption des dossiers, dans l'étude des dossiers des gens ou des candidats, au sein de la CENI. Cette loi sera appliquée sans même être conforme à la Constitution. Moi, je vous garantis, si cette loi passait par aventure, ça sera appliqué sans même être conforme à la Constitution. Parce que cette loi cible des gens et cette loi a des visées électoralistes. Cette loi ne voit même pas la sécurité. Non, cette loi a des visées seulement électoralistes pour barrer le chemin à d'autres. Mais attends que je laisse vous proposer aux auteurs de la loi pour que la loi puisse demeurer, mais qu'il protège réellement, ou sorte qu'elle vise réellement la nation comme eux-mêmes prétendent dire. Là, maintenant, vous me demandez, ouais, là, maintenant, je comprends. On peut parler même de l'opportunité, non? Il n'y a pas de problème. Oui, cette loi n'est pas opportune. Elle n'est pas opportune actuellement. Non, cette loi n'est pas opportune. Même si ça passe. Moi, vraiment, j'en conjure aux députés de prendre cette loi, même si ça passait aujourd'hui. De garder ça dans le tiroir pour l'avenir. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, là, ça c'est impossible d'appliquer cette loi. Mais sur le plan des intentions, surtout politiques, cette loi sera. Mais si jamais le président de la République a levé l'état d'urgence. Non. S'il levait l'état d'urgence aujourd'hui, oui, s'il levait l'état d'urgence aujourd'hui, là, ça va vraiment se confirmer pour les intentions électoralistes, vont se confirmer. Parce qu'on est à 5 mois des élections. On est à 5 mois des élections. Comment on peut lever l'état d'urgence? Si le président levait l'état d'urgence, ça va se confirmer. On ne sait jamais. Oui, c'est ça. Là, ça va se confirmer que cette loi avait des intentions électoralistes. Et vous verrez, les dossiers, pendant le dépôt des dossiers des candidats, vous verrez ce qui va arriver. Le métis, je ne parle pas seulement de la. Oui, allez-y, oui, vous pouvez intervenir, monsieur. Allez-y. Bon, dans le propos de notre frère, je trouve qu'il y a une dose de politique politicienne. Parce qu'il est dans l'anticipation, il pense qu'on va tricher, on va se servir de la loi. Non. Maintenant, on peut, sur le plan du droit. État d'urgence, impossible de modifier la Constitution. Il y a une période électorale, je ne connais pas bien, hein, je ne suis pas tellement, je ne suis pas juriste, oui. Il y a une période dans laquelle électorale où on ne peut pas modifier la Constitution, je pense. Donc ça veut dire que si on tient à ça, donc il n'y aura pas de modification de la Constitution. Alors quand il dit que la CENI va utiliser ça, mais la CENI ne peut pas violer la loi, parce qu'à ce moment-là, nous rentrons dans un débat juridique énorme. Donc il faut déjà pas qu'on prête les intentions à la CENI d'utiliser ça, parce que ce n'est pas une loi, parce que si elle n'est pas votée au Parlement, elle n'est pas loi. Donc ça veut dire que il y aura peut-être autre chose. Mais en matière de, comment dirais-je, de tricherie préélectorale, mais tous les pays le font, même en Occident. Le gouvernement en place utilise toujours les subterfuges pour disqualifier certains. Je prends l'exemple de la France, où on a commencé à se dire, dans ce forum-là, nous disons le père, alors on va faire une dose de proportionnelle. Ça, je vous donne un exemple. Ils ont fait ça avant les élections, en disant que si nous faisons la proportionnelle, tel camp politique va perdre. Mitterrand l'avait fait. On a crié sur la tricherie. Il dit oui, il va tricher, mais il l'a fait. Et ça exclut une composante des concurrents. Donc ça, ce sont les manœuvres de politique politicienne, mais on ne parle pas de ça quand on parle de la proposition de Tiani. On est plus dans le stratégique, dans la protection des fonctions, et puis dans la trahison, dans tout ce que le pays a vécu. Donc, moi, je ne fais pas de la politique politicienne, donc je ne soupçonne pas que la loi va se faire en violant la loi, si je peux dire. Voilà. Donc, autre point que vous ne devez pas oublier, c'est que quand on parle de Katumbi, parce que Katumbi a focalisé ça sur lui, et tous ses partisans le font, à raison, parce qu'ils pensent que ça va exclure le truc. Mais quand on s'est attaqué à Katumbi avant, on avait dit quoi? Qu'il avait d'autres nationalités. Si la Syrie maintenant prouve que Katumbi a d'autres nationalités, s'il le prouve,
il sera exclu de la course, forcément. Donc ça veut dire que ça va susciter beaucoup de sujets. Et il faut en débattre. Mais pourquoi? Oui, on parle de la CENI. Moi, je crains c'est que cette loi ici soit adoptée, et même si ce n'est pas conforme à la Constitution, qu'on puisse appliquer ça par la CENI. Monsieur Franck a dit, oui, la CENI ne va pas aller à l'encontre de la loi. Mais non, l'installation même de la CENI, c'est en violation de la Constitution. Alors, quelque chose qui est installé en violation de la Constitution, comment ça peut respecter la loi? Ça, c'est vous qui le dites, maître. Oui, c'est moi qui le dis. Et tout le monde le sait. Même monsieur Franck et mon cher Machel savent que la CENI a été installée en violation de la Constitution. L'installation de la CENI, ça doit comporter, disons, le bureau de la CENI doit comporter les membres de l'opposition, société civile et de quoi de la présidence ou du gouvernement. Mais est-ce qu'il y a des membres de l'opposition là-bas? Je pense seulement ça. Monsieur Manara qui est là. Mais c'est à eux de mandater d'avoir. Non, c'est à eux de mandater. Mais monsieur Manara qui est là, je donne seulement l'exemple, a été débauché de l'FCC, non? Et le FCC désavoue ces messieurs. Donc le bureau de la CENI est vraiment, je dis, qu'est-ce que je peux dire? C'est ça, le bureau là est vraiment... oui, il n'y a pas de membres, je manque même des mots, mes excuses, il n'y a même pas de membres de quoi de... Mais sous l'ancien régime, on a vécu aussi, il y a des scénarios. Ouais. Non, mais la comparaison n'est pas raison. On ne peut pas prendre un mauvais exemple et appliquer ça aujourd'hui. Je m'inscris en faux. Sous l'ancien régime, je ne pense pas qu'on a vécu la même chose. Là, c'est différent. Comme ça. On débauche ici et puis on place là-bas. Non, je pense que ça a été différent. Par rapport à la CENI, par exemple, si on doit regarder ce qui s'est passé dans le cas passé, la loi pour la CENI disait que les membres étaient composés. Le président devait venir de la société civile, le vice-président en premier devait venir de la majorité, le deuxième vice-président devait venir de l'opposition. Mais tout cela, c'était parlementaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'UDPS, lorsqu'en 2011, il y a eu élection, les députés de l'UDPS, ils avaient été envoyés par l'UDPS. Mais lorsqu'il y a eu élection et que le président Tshisekedi a considéré qu'il avait gagné, on lui a volé son élection, il a demandé aux députés de ne pas aller siéger. Mais les députés ont accepté d'aller siéger. Ça, c'était différent. Et quand ils ont siégé, ce sont ces députés-là qui ont envoyé M. Kalamba, par exemple, qui était rapporteur de la CENI. Il a été envoyé par Sani Badiba, qui était président du groupe parlementaire de l'UDPS. On a vu M. Rémi Massamba être deuxième vice-président de l'Assemblée, parce que ce poste-là revenait à l'opposition. Et ils étaient dans le Parlement. Tu vois? Mais actuellement, la différence est que la loi a dit que l'opposition doit envoyer. Et l'opposition va envoyer. Non, Maître Njoli était le MLC. Le MLC avait envoyé. Ils ont signé. Mais maintenant, ce cas ici, je comprends l'inquiétude de Maître Bou, c'est que pour ce cas, la loi dit l'opposition doit envoyer, mais ni le FCC au Parlement, ni le FCC dehors n'a envoyé le nom de M. Manara. M. Manara s'est envoyé. Il s'est envoyé, il se retrouve comme ça dans le... Et ça a été accepté. C'est comme ça peut-être que je peux comprendre l'inquiétude. Non, c'est la loi, c'est la loi. Non, ce n'est pas laisser un vide. Donc je voulais juste parler par rapport à cela. Si on laisse un vide, on doit violer la loi parce qu'on a laissé un vide. Non, non, ce n'est pas ça. On doit respecter la loi. Est-ce qu'on a demandé à ces gens-là d'envoyer les lettres? Je pense qu'ils ont demandé. Mbosso avait envoyé des lettres, mais les autres aussi ont eu un peu à traîner les pas. Oui, parce qu'ils pouvaient aussi faire la politique. Là-bas. On ne débauche pas. Et c'est ça ma crainte. Moi, je ne suis pas politicien ou non, comme mon frère non. Moi, c'est ce que je crains. Moi, je suis, oui, vu ma formation de juriste, moi, je m'attelle un peu, c'est qui est un peu la règle. Oui, le jeu doit jouer selon la règle. Vous protégez la profession. Oui, moi je protège, mais protéger la profession, ma crainte c'est protéger aussi le Congo, non? Parce qu'on parle, messieurs, oui, moi je suis d'accord avec mon frère Franck, quand il parle, oui, on doit créer des lois fortes. Oui, les lois doivent être fortes, mais ceux qui vont appliquer ces lois aussi doivent être corrects pour que ces lois soient fortes. Parce que la loi c'est quoi? La loi c'est un papier. La loi c'est un papier comme ça. Mais il faut respecter ce papier. Les pays ont aussi des personnes loyales. Qui doit faire respecter ce papier? Ceux qui doivent faire respecter ce papier ne le font pas, ne jouent pas bien leur rôle. C'est ça ma crainte. Moi, c'est ça.
Moi, je vois de ce côté-là. Je vous dis, la date d'aujourd'hui, je vous dis à la date d'aujourd'hui, si par aventure cette loi passée, ça ne sera pas d'ailleurs conforme à la Constitution, mais elle sera appliquée par la CNI. À la date d'aujourd'hui, moi je vous dis ça. C'est bon.